Bienvenue. Aujourd'hui, on se transforme en détective pour s'attaquer à la plus grande affaire non classée du système solaire, l'histoire d'un monde qui a complètement disparu. Et notre scène de crime, c'est la planète Mars. Quand on pense à Mars, on a tous cette image en tête, n'est-ce pas? Un immense désert rouge, glacial, balayé par les vents, la température moyenne c'est moins 63 degrés Celsius, bref, un monde qui semble complètement stérile, inhospitalier au possible. Sauf que cette image est très trompeuse, parce que les indices, eux, s'accumulent et racontent une toute autre histoire. On a retrouvé des lits de rivières asséchés, des deltas qui ressemblent à ceux de nos grands fleuves, et même des minéraux qui, sur Terre, ne peuvent se former que dans l'eau. Tout ça, ça pointe vers un passé radicalement différent. Un passé où Mars aurait pu être une sorte de sœur jumelle de la Terre. Une sœur qui a vraiment mal tourné. Et c'est ça la question au cœur de notre enquête. Comment est-ce qu'une planète qui était peut-être chaude, humide, accueillante, a pu devenir ce désert de glace qu'on voit aujourd'hui? C'est sans doute le plus grand cas de disparition de toute l'histoire de notre système solaire. Alors plongeons directement dans le vif du sujet, le premier indice, et c'est un très gros morceau, c'est une quantité absolument colossale d'eau qui manque à l'appel. Les scientifiques en sont maintenant quasi certains, Mars n'a pas juste eu quelques flaques, elle a eu un véritable océan. Mais alors, comment est-ce qu'on peut savoir ça? Eh bien, les scientifiques ont joué les profilers cosmiques. Comme l'explique ici Geronimo Villanova, l'astuce, c'est qu'ils ont trouvé un moyen de mesurer ce qui a été perdu simplement en analysant très attentivement ce qui reste aujourd'hui. Et voilà leur outil secret, ce qu'on appelle l'eau semi-lourde, ou HDO. En gros, c'est une molécule d'eau un peu plus massive que l'eau normale qu'on connaît tous. Et le point crucial, c'est que comme elle est plus lourde, elle a beaucoup plus de mal à s'échapper dans l'espace, elle reste en quelque sorte collée à la planète. Et quand on compare avec la Terre, le résultat est spectaculaire. En mesurant le rapport entre l'eau lourde et l'eau normale, on peut calculer combien d'eau légère s'est évaporée au fil du temps. Et le verdict est sans appel. Il y a 8 fois plus d'eau lourde, proportionnellement, dans les glaces de Mars que dans nos océans. La seule explication, c'est qu'une quantité inimaginable d'eau normale s'est tout simplement volatilisée. Et cette quantité, on l'estime à plus de 20 millions de kilomètres cubes. C'est un chiffre tellement énorme que c'est difficile de se le représenter. Alors, pour se faire une meilleure idée, Il faut imaginer que cet ancien océan martien aurait recouvert 19% de la surface de la planète. Pour comparer, c'est plus en proportion que ce que l'océan Atlantique recouvre sur la Terre. C'était donc un monde bleu. bon, on a donc une victime, un océan entier. La question suivante, c'est qui est le coupable? Qu'est-ce qui a bien pu faire disparaître non seulement toute cette eau, mais aussi l'atmosphère qui était censée la retenir à la surface? Les enquêteurs ont reconstitué la chronologie du drame. Au tout début, Mars avait un noyau en fusion, comme la Terre, qui créait un puissant champ magnétique. C'est un véritable bouclier invisible. Mais il y a environ 4 milliards d'années, ce bouclier a lâché. Et là, sans défense, la planète a été pilonnée sans relâche par le vent solaire. Et ce vent a littéralement arraché, molécule par molécule, son atmosphère et son eau. le contraste avant-après est juste saisissant. On est passé d'une planète avec une atmosphère dense, un bouclier protecteur et de l'eau liquide, à un monde avec une atmosphère résiduelle, 1% de la nôtre, totalement incapable de garder la chaleur ou de permettre à l'eau de couler. Mars a donc perdu son bouclier et son destin a basculé. Mais pour reconstituer précisément le fil des événements, il faut aller sur place chercher les preuves matérielles gravées dans la roche. C'est pour ça qu'on a envoyé nos meilleurs enquêteurs de terrain, les rovers. Et il faut dire que nos capacités d'enquête se sont drôlement améliorées avec le temps. On est passé du petit Sojourner, à peine 10 kg en 1997, au monstre d'une tonne qu'est Curiosity. Chaque génération de rovers nous a permis d'analyser la scène de crime avec beaucoup plus de précision. Et Curiosity, en particulier, a vraiment tout changé. Ce n'est pas juste une voiture télécommandée, c'est un véritable laboratoire de géologie et de chimie sur 6 roues, capable de faire des analyses hyper complexes directement sur place. L'un de ces instruments les plus dingues, c'est la Chemcam. Le principe est digne d'un film de science-fiction. Le rover vise une roche, même à 7 mètres de distance, il tire un rayon laser dessus. Ça vaporise un tout petit point de la surface et ça crée une étincelle. Et hop, il analyse la lumière de cette étincelle pour savoir exactement de quoi la roche est faite. C'est juste fou. Avec tous ces indices, toutes ces données récoltées par nos espions robotiques, les scientifiques sur Terre peuvent enfin commencer à assembler les pièces du puzzle et tenter de recréer le climat de l'ancienne Mars. L'objectif ultime, comme le résume très bien le chercheur François Forger, c'est de bâtir une sorte de machine à remonter le temps numérique, une planète Mars virtuelle qu'on peut faire évoluer pour tester toutes les hypothèses sur ce qui a pu se passer. Et pour que ce modèle fonctionne, il faut y injecter une quantité incroyable de variables. Les changements d'inclinaison de la planète, l'activité des anciens volcans qui crachaient des gaz à effet de serre, l'épaisseur de l'atmosphère, les impacts de comètes.
C'est un véritable casse-tête cosmique. Mais voilà, malgré tous ces progrès absolument fantastiques, l'enquête est encore loin, très loin d'être terminée. En fait, la plus grande question de toutes reste encore sans réponse. Il suffit de regarder cette frise pour voir que comprendre Mars, c'est l'aventure de plusieurs générations. Chaque mission depuis les années 60 nous a apporté une nouvelle pièce du puzzle. Et la prochaine grande étape, le retour d'échantillons sur Terre dans les années 2030, promet d'être une véritable révolution, parce qu'on pourra les analyser avec des instruments bien plus puissants que tout ce qu'on peut envoyer là-bas. Parce qu'au final, tout nous ramène à cette interrogation fondamentale. On sait maintenant que Mars avait tous les bons ingrédients. De l'eau liquide, des molécules organiques, de l'énergie. La recette de base pour la vie était là. Mais est-ce que le gâteau a eu le temps de lever? Est-ce que la vie a pu éclore sur cette planète avant que tout ne soit anéanti? Pour l'instant, le mystère reste entier. Et c'est peut-être ça, le plus grand mystère martien.